Bonsoir, à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir pour cet entretien avec Monsieur le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux. Oui, quand même. Je vous remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation. Pour me présenter, je m'appelle Hippolyte Barbry, je suis le président de l'association du Master Activité de Santé et Responsabilité. Donc, je vais vous présenter un peu le master et l'association. Le master activité santé et responsabilité, il a été créé en 2010 suite à la fusion de deux masters dans l'objectif de former des professionnels en droit de la responsabilité médicale pour répondre aux besoins qui est né de l'augmentation du contentieux dans cette matière. Il est actuellement dirigé par monsieur le professeur David Noguero, que l'on remercie pour le soutien qu'il a apporté à notre association. L'association du Master ASR, elle est née d'une initiative étudiante de mes camarades de promotion et moi-même l'été dernier, et elle fait suite à l'ancienne association du M2 qui existait auparavant, qui malheureusement a connu des difficultés suite à la pandémie. Et nos objectifs à travers cette association, c'est de compléter et de renforcer notre formation en organisant des manifestations comme aujourd'hui, et également de renforcer les liens entre les différentes promotions. Avec des entretiens comme celui-ci, notre objectif, c'est aussi de porter les enjeux liés à la santé à la connaissance d'un plus grand public. Et c'est pour cela qu'on espère organiser encore de nombreuses conférences, et notamment un colloque en mars avec pour thème les services d'urgence et la responsabilité. Et désormais, je vais laisser la parole à notre secrétaire général Maxime Baïdaïkov qui va vous présenter le contexte qui entoure cet entretien. Merci beaucoup. Je te remercie Hippolyte. Alors je pense qu'il y a possiblement des personnes qui ne sont pas forcément familières avec le droit de la santé dans la salle. Pour expliquer plus brièvement, c'est un domaine qui est suffisamment naissant, alors qu'il a toujours existé, mais en termes de discipline autonome, c'est quelque chose qui est suffisamment récent, qui s'est surtout développé au XXIe siècle, et ce qui a créé notamment des formations dans des cadres universitaires, comme la nôtre. Notre université, Paris-Cité, elle est surtout historique, puisqu'elle a accueilli l'une des plus anciennes facultés de médecine en France, mais aussi en Europe. Et c'est dans ce cadre-là aussi que se sont développées plusieurs formations en droit de la santé, dont fait partie notre parcours. Il y a également un institut droit de la santé qui est aussi notamment représenté par Madame la Présidente. Et c'est quelque chose qui est suffisamment ancré à la fois dans la santé, mais qui est aussi transverse, qui va toucher plusieurs branches du droit et également viser l'interdisciplinarité. Alors, on a voulu un cycle d'entretien durant cette année pour à la fois mettre en avant le master, mais aussi pour sensibiliser, comme ce qui a été dit. Mais on a voulu des intervenants qui puissent nous éclairer sur des enjeux qui concernent le droit de la santé, mais qui sont à la fois qui sont issus du droit de la santé, à la fois du monde de la santé de manière large, pour nous éclairer. Et donc, nous avons l'honneur de vous recevoir, Monsieur le ministre, pour ce premier entretien d'un cycle de conférences que nous souhaitons sur toute l'année universitaire. Donc, vous inaugurez ce cycle-là et nous vous remercions. Et la santé, aujourd'hui, c'est un enjeu qui est suffisamment central en France. Alors, le système il doit s'adapter à beaucoup de défis, notamment le vieillissement de la population, la crise d'attractivité des métiers, l'organisation des soins, la prévention, mais aussi tous les enseignements qu'on doit maintenant tirer de la période post-Covid. Et ce qui a aussi révélé à l'époque nos fragilités et notre capacité aussi d'innovation. Alors en ce moment même, il y a la préoccupation nationale, elle se reflète notamment par tout le travail au Parlement, notamment avec le PLFSS, qui va concerner l'année 2026 et qui va orienter, donc qui va donner les orientations budgétaires et les priorités pour notre système de santé. Et donc après une biographie qui vous sera présentée par Roba, notre vice-présidente, nous aurons une série de questions qui seront posées, puis nous vous donnerons la parole. C'est pour ça que nous vous prions de réserver vos questions pour le dernier temps de cet entretien, qui permettra, j'espère, des échanges extrêmement riches. Monsieur le ministre, après des études en histoire, votre parcours professionnel s'est d'abord développé dans le journalisme.
dans les années 90. De journaliste économique au sein du quotidien Les Échos, vous devenez rédacteur en chef de la Gazette des communes en 2002. 3 années plus tard, en 2005, un tournant s'opère. Vous entrez en politique. Comme vous l'avez un jour confié, ces deux fonctions, que sont le journalisme et la politique, ont en commun le traitement de sujets d'intérêt général. C'est dans cette continuité que s'est inscrit un parcours, et que s'inscrit encore aujourd'hui, un parcours politique particulièrement riche. D'abord élu conseiller municipal en 2001, vous devenez maire de Fontainebleau de 2005 à 2022. Vous avez alors façonné un engagement local avec une attention constante portée à l'offre hospitalière de Sud Seine-et-Marne, dont vous avez accompagné les évolutions. En 2010, votre action se prolonge à l'échelle régionale sous la fonction de conseiller régional Île-de-France. Parallèlement, vous êtes pleinement engagé dans le domaine associatif pour les établissements hospitaliers. D'abord en tant que président de la Fédération hospitalière Île-de-France, puis président de la Fédération hospitalière de France, de 2011 à 2022. Vous avez œuvré pour un service public hospitalier fort et dynamique, efficient et qualitatif. La Fédération, composée de la quasi-totalité des établissements du secteur public, avait pour objectif de garantir un égal accès aux soins pour tous et d'assurer la continuité de la prise en charge. Votre rôle, pendant la pandémie du Covid-19, a été central face à des établissements publics mis au premier plan. Vous avez notamment promu l'amélioration des relations entre les soignants, l'administration et les communes. En 2022, vous êtes élu député de la 2e circonscription de Seine-et-Marne. La loi sur le non-cumul vous a conduit à quitter vos responsabilités exécutives locales et régionales sans rompre avec votre territoire. Sous ces fonctions, vous portez et faites promulguer une loi le 27 décembre 2023, la désormais célèbre loi Valletoux. Vous placez la santé au cœur de vos priorités. Cette loi vise en effet à améliorer l'accès aux soins par l'accompagnement territorial des professionnels face à la problématique grandissante des déserts médicaux. Vous soulignez alors un constat alarmant. 87% du territoire est un désert médical. C'est pourquoi votre loi met l'accent sur la responsabilisation de tous les acteurs de santé. De février à septembre 2024, vous êtes nommé ministre délégué chargé de la santé et de la prévention sous le gouvernement de Gabriel Attal. Dans ces fonctions, vous affirmez que notre système de santé, pour perdurer, doit se fonder sur un système de prévention. Prévention qui englobe l'environnement, la nutrition ou encore la lutte contre le tabagisme. La conjoncture politique ne vous a cependant pas permis de poursuivre ces fonctions en raison de la dissolution de l'Assemblée nationale et malheureusement de la démission, malheureusement ou non, de la démission du Premier ministre. Un peu compliqué. Postérieurement, vous êtes réélu dans la 2e circonscription de Seine-et-Marne. En octobre 2024, vous êtes désigné président de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, fonction que vous occupez encore aujourd'hui. Cette commission traite de nombreux sujets essentiels, dont l'emploi et la relation du travail, la formation des professionnels, la santé et la solidarité, les personnes âgées, les personnes handicapées, l'insertion et l'égalité des chances. Et les retraites. Vous travaillez également en ce moment même sur les lois de financement de la sécurité sociale, le fameux PLFSS 2026. Dans cette continuité, vous avez notamment proposé d'instituer une journée nationale d'hommage aux soignants et victimes de la pandémie Covid-19,
un examen médical avant le permis de conduire et une meilleure considération de la profession d'infirmier. Aujourd'hui, vous nous faites l'honneur d'être parmi nous pour échanger autour de notre système de santé, un système aussi complexe que passionnant qui est au cœur de votre engagement. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre présence. Merci également à vous, Mesdames et Messieurs, pour votre attention. Et sans plus attendre, je laisse la parole à mes camarades. Très bien. Pour commencer notre premier cycle de questions sur votre parcours et sa motivation, les premières années de votre parcours ont été dédiées au journalisme, comme l'a expliqué Roba. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au système de soins et à vous engager dans cette voie ? Bon, je vais faire très court sur toutes ces premières questions, parce que je pense que l'important, c'est qu'on parle un peu des sujets du moment. Néanmoins, avant de démarrer, je voudrais vraiment vous remercier tous, enfin ceux qui m'invitent, ceux qui me reçoivent, ceux qui sont là pour qu'on puisse avoir cet échange. Vraiment vous remercier, parce que d'abord, moi, je trouve que c'est toujours important, quand on s'engage dans des fonctions publiques, de prendre le temps de répondre à ces moments de questions-réponses. Ça fait partie du travail, et d'essayer d'expliquer ce qu'on fait, ce qu'on vit, ce qu'on voit, et se confronter aussi à d'autres regards que ceux qu'on peut soi-même se forger. Alors, moi, j'étais effectivement très vite, mais ça a été très bien résumé, j'étais journaliste, et c'est vrai qu'à un moment, je travaillais aux Échos, le quotidien économique, et donc je suivais différents sujets, les finances publiques, pas tellement les sujets de santé d'ailleurs, les finances publiques principalement. Et il y a un moment, sans doute, que j'avais une petite flamme intérieure qui me disait c'est bien d'être pas spectateur ou commentateur, mais c'est peut-être bien d'être acteur aussi. Et je trouvais que la politique était sans doute une aventure qui méritait qu'on s'y investisse. Pour défendre ses convictions, pour porter quelque chose, pour essayer et c'est la politique locale qui m'attirait et c'est comme ça que je me suis engagé. Et quand j'ai été élu maire, c'était une époque où on m'a dit dans le trousseau de clés, voilà, les clés de la mairie, mais dans le trousseau, il y a en même temps présidente du conseil d'administration de l'hôpital, puisque c'était avant une loi qui s'appelle la loi Bachelot, qui est arrivée en 2009. Et avant cette loi-là, les maires dans lesquels il y avait un hôpital étaient toujours, de fait, de droit, président du conseil d'administration. Et j'avoue que quand on m'a dit ça, je ne savais pas du tout comment fonctionnait un hôpital. Et il a bien fallu que je m'y intéresse. Et en s'y intéressant, je m'y suis non seulement intéressé, mais je me suis sans doute un peu passionné. C'était un petit hôpital, parce que Fontainebleau, c'est pas une grande ville. Elle est connue, mais c'est une petite ville. Et donc, c'est un hôpital qui s'interrogeait beaucoup sur son avenir, dans un modèle où on voyait bien qu'il pouvait pas rester tout seul dans son coin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que coopérer quand on est un petit hôpital? Avec qui? Pour faire quoi? Le privé, le public, la médecine de ville, enfin tout ça. Et donc en commençant à m'interroger sur toutes ces questions avec ce point de départ qui était quel avenir pour l'hôpital de ma ville, eh bien j'ai sans doute mis le doigt dans un engrenage terrible qui m'a emmené à me retrouver devant vous ce soir. Donc c'est un engrenage qui amène du bien, du bon, mais c'est un peu comme ça, par une expérience de terrain que j'ai été conduit à m'intéresser spécifiquement à ces sujets. Merci beaucoup. Je fais des réponses, j'essaie de faire des réponses un peu courtes comme ça. Bon. Pas de souci. On va maintenant se concentrer plus sur les défis structurels auxquels est confronté notre système de soins actuellement. Selon vous, le modèle du système de soins issu de la sécurité sociale de 1945 est-il encore adapté aux défis contemporains que sont notamment le vieillissement de la population, le développement de la prise en charge des maladies chroniques également, ou encore la santé environnementale ? Alors là, ça va être une réponse un peu plus longue, si vous me permettez. Alors, par où commencer sans être... en restant concret. C'est un des sujets qu'on a en ce moment. Hier soir à minuit, on a sifflé la fin du délai constitutionnel qui fait que l'Assemblée nationale devait lâcher le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, vous le savez, c'est les 676 milliards d'euros que notre pays consacre
modèle social. Et donc, ce projet de loi de financement organise un peu la tuyauterie et la répartition de cette manne-là, à la fois côté recettes et côté dépenses. Et une des questions qu'on se pose toujours à travers l'examen de ce projet de loi de financement de la Sécu, c'est finalement, est-ce qu'on a un modèle social qui continue dans son fonctionnement classique, avec les règles d'aujourd'hui, à répondre aux besoins. Et finalement, cette question, elle est permanente. Et on voit, malgré tout, que année après année, les tensions financières sont énormes. Et les tensions financières, elles traduisent une pression des besoins, enfin une augmentation des besoins, et une difficulté parfois à aller trouver des recettes équivalentes à la progression des besoins. On le sait, les principes qui fondent la sécurité sociale sont les principes qui, globalement, fondent toujours notre système social. Certains le résument en disant on contribue selon ses moyens et on reçoit selon ses besoins. Et on finance le système social sur le travail. Et quand je dis le système social, c'est bien sûr la santé, mais c'est aussi, par exemple, les retraites. Alors évidemment, dans un système inventé dans les années 40, fin des années 40, et qui a prospéré à une époque avec les 30 Glorieuses où les pyramides des âges n'étaient pas les mêmes, le rapport entre actifs et retraités n'était pas les mêmes, les besoins de santé étaient tout simplement pas les mêmes parce que on décédait beaucoup plus vite, et on soignait sans doute moins bien, on prolongeait moins la vie. Pour faire court, évidemment, les besoins n'étaient pas les mêmes. Et donc, on a pendant très longtemps vécu sur cette facilité, on va dire, pour faire vraiment très court. Là, excusez-moi, je le dis devant mes professeurs, je vais faire une synthèse qui frôle la vulgarisation. Mais bon, en tous les cas, on a vécu très bien pendant. Et puis aujourd'hui, on voit que c'est compliqué. Le coût du travail fait que si on veut prélever toujours sur le travail, dans une économie mondialisée, c'est plus compliqué d'avoir une économie compétitive. Si on prélève pour les besoins sociaux. Donc beaucoup s'interrogent sur est-ce qu'il ne faut pas trouver d'autres modes de financement que simplement le travail. Les besoins en matière de santé, pour ne parler que de la santé, sans parler du sujet retraite, mais font aussi qu'on doit accompagner les gens à vivre pendant plus longtemps. Or, on sait qu'on vit plus âgé, tant mieux, mais on consomme aussi, plus on se rapproche de sa fin de vie, plus on consomme, comme on dit, c'est pas beau ce mot, mais plus on utilise ou on sollicite le système de santé. Donc dans des équations qui évidemment sont compliquées. Et puis aujourd'hui, on détecte beaucoup plus de pathologies, mais on est sur des traitements qui sont plus onéreux. Voilà, donc tout fait pour nous amener à considérer qu'aujourd'hui, notre système de santé repose sur des valeurs qu'on souhaite voir garder parce que dans notre République, un système universel où finalement on soigne sur le papier, mais pas que sur le papier, on soigne tous ceux qui en ont besoin, on les prend en charge, quelle que soit la couleur de leur carte bancaire, comme on dit souvent, c'est-à-dire quels que soient leurs moyens, on les prend en charge et ils sont censés avoir accès. Chacun est censé avoir accès aux meilleurs soins s'il en a besoin, et ça partout sur le territoire en plus, qui est encore une donnée de l'équation compliquée. Ça, il faut qu'on arrive à le garder. Mais on est dans un système aujourd'hui qui craquette de partout et qui fait que je pense que, à l'occasion notamment de ce prochain grand rendez-vous démocratique que sera la prochaine élection présidentielle, ce sujet pour moi devra faire partie des sujets pour lesquels les Français sont interrogés et puissent s'exprimer aussi sur ce qu'ils souhaitent pour l'avenir de leur système de leur système social, parce que aujourd'hui on ne peut pas continuer comme ça. Pour vous donner un chiffre, parce que les chiffres c'est assommant et ça n'est pas l'objet de vous assommer, mais aujourd'hui on a un niveau de déficit des comptes de la sécurité sociale qui est quasiment au même niveau, ou qui sera à la fin de l'année quasiment au même niveau qu'en 2021, année où on était pas en plein Covid, mais enfin si en plein Covid. On commençait à peine à sortir du Covid et on était encore en Covid. Donc on était à 25 milliards de déficit, aujourd'hui on est à 23 milliards, enfin c'est des niveaux proches, et malheureusement on sait que ça peut continuer. Donc le président de la Cour des comptes, il y a 3 mois, juste avant l'été, tirait le constat que les comptes de la sécurité sociale sont devenus hors de contrôle. Enfin que le déficit plutôt est devenu hors de contrôle parce qu'il y a pression sur la dépense.
cette difficulté cette tension sur les recettes qui fait qu'on a du mal à tenir les deux bouts du système. Très bien, déjà merci pour cette mais réponse non, mais très complète. Et du coup, face au constat que vous venez de faire, quelle est peut-être selon vous la principale transformation que notre système de santé va devoir faire face dans les 10 prochaines années ? Voilà, la principale, là aussi, c'est une question à la fois simple et complexe. On a un système de santé qui lui aussi est né d'une histoire. Alors l'histoire, si vous la connaissez, et peut-être mieux que moi, mais qui fait qu'on a des acteurs avec des statuts multiples, qui ont des champs d'intervention qui d'ailleurs sont pas toujours les mêmes, et qu'il faut qu'on arrive à essayer de faire cohabiter tout ce monde-là, l'offre publique par exemple, les hôpitaux, l'offre privée, purement commerciale. Et quand je dis commercial, c'est pas un gros mot, mais c'est purement privé, on va dire. Et puis une offre intermédiaire qui est née de l'histoire des congrégations, de l'histoire du système assurantiel, la mutualité, etc. Enfin bref. Et donc on a des acteurs aussi qui sont en santé, on a des médecins qui sont des généralistes et qui doivent normalement sur le papier être la porte d'entrée pour les patients dans le système. Et puis on a des spécialistes, mais en même temps on a des paramédicaux qui prennent de plus en plus de place, qui sont de plus en plus utiles et on a de plus en plus besoin d'eux. Donc, si vous voulez, cette diversité de statuts, derrière cette diversité de statuts, il y a des modes de financement qui sont différents. Et quand on parle de mode de financement, il y a des modes de régulation de la dépense qui doit être aussi essayer d'être la plus efficace possible pour faire en sorte que chaque euro dépensé soit un euro utile. Or, c'est pas toujours simple quand on a des professionnels, pour rester sur le champ de la santé, qui n'ont pas tous les mêmes, ils font le même métier, mais ils n'ont pas toutes les mêmes obligations, ils n'ont pas toutes les mêmes modes d'intervention. Pour être clair, vous avez parlé tout à l'heure de la modeste loi que j'ai essayé de faire passer. Dans cette modeste loi que j'ai essayé de faire passer en décembre dernier, j'ai par exemple posé la question de la participation des cliniques, donc privées, à la permanence des soins, à l'obligation de dire quand il y a un accident de la route à 5h du matin sur une route dans un département, aujourd'hui ça tombe toujours à 95% sur l'hôpital parce que passer une certaine heure et certains jours, c'est souvent la lumière de l'hôpital qui reste allumée et d'autres n'ont pas les mêmes obligations de permanence des soins, d'être toujours accessible et pouvoir prendre en charge les patients qui en ont besoin. Mais c'est difficile parce que la loi est là, vous avez dit décembre 2023, vous voyez, on est bientôt en décembre 2025, 2 ans après, il n'y a toujours pas de mise en œuvre de cette loi-là parce que les habitudes sont bien ancrées et que le partage des responsabilités, il n'est pas toujours facile parce que les gens se réfèrent à des statuts qui sont pas les mêmes. Il y a ceux qui appartiennent au service public et qui ont des obligations de service public. Il y a d'autres qui pourtant sont financés par la sécurité sociale, c'est-à-dire par les cotisations de tout le monde, mais qui n'ont pas les mêmes obligations. Donc, il y a des lignes qui sont compliquées à faire bouger. C'est quand même un secteur où il y a beaucoup de conservatisme, on va le dire, beaucoup de corporatisme, avec des professions qui parfois ont du mal à travailler ensemble. Donc ce qu'il faudrait arriver à faire bouger, c'est arriver à faire changer les mentalités, à faire travailler plus les gens ensemble, et finalement à permettre aussi, alors ça c'est le travail du législateur et du politique, à faciliter les coopérations entre public et privé, à faciliter des solutions de prise en charge qui sortent un peu de cadres rigides, de cadres juridiques rigides, pour permettre d'inventer des modes de prise en charge qui sont adaptés aux besoins de chaque territoire, mais qui sont pas forcément les mêmes d'un coin à l'autre du territoire. Donc et puis derrière, bien sûr, il y a plein d'autres choses. On a des modes de financement qui sont difficiles, qui sont très figés. Enfin voilà. Donc, faut arriver à passer d'un système qui a été beaucoup conçu en tuyau d'orgue à des systèmes beaucoup plus transversaux où les gens travaillent beaucoup plus ensemble. Merci beaucoup pour votre réponse. Dans justement cette optique, vous parlez donc d'une certaine coopération entre les professionnels de santé qui ont un statut plutôt privé et les autres qui ont un statut plutôt public. Est-ce que vous pensez qu'on peut imaginer un statut juridique unique pour les structures de santé,
quelle que soit leur nature juridique ancienne. Alors on peut toujours tout imaginer, ça, il n'y a aucun problème. On peut nationaliser les cliniques ou on peut privatiser les hôpitaux. Mais dans les deux cas, je pense que ça va faire bizarre à beaucoup de gens. Non, mais là, oui, on peut imaginer. Alors un statut, oui, on peut imaginer un statut unique. Enfin, comment dire il y a des hôpitaux, il y a des pays, pardon, dans lesquels il y a un secteur public et un secteur privé. Et il y a des pays dans lesquels le secteur privé n'est pas financé par la solidarité nationale. Nous, notre histoire à nous fait que la grande caisse générale du système de santé, la sécurité sociale, la grande banque, finance tous les acteurs. On a même je vais pas rentrer dans les détails, mais on a même un débat là ces jours-ci sur les professionnels de santé qui sont en secteur, je vais faire un peu de juridique, mais qui sont en secteur 3, c'est-à-dire qui sont déconventionnés et qui aujourd'hui voient pourtant leurs patients remboursés une partie par la sécurité sociale. Et donc certains députés disent mais s'ils se mettent hors système, est-ce qu'il faut que la sécurité sociale continue à rembourser leurs patients ? On a des pays dans lesquels vous allez dans une clinique, vous n'êtes pas financé par la solidarité nationale. C'est du pur privé. Nous, c'est un privé. Ils n'aiment pas trop que je dise ça, mais tant pis, devant vous, je vais le dire. Mais c'est un privé qui n'a de privé ou de libéral que le nom, puisque finalement, leurs patients sont solvabilisés par la solidarité nationale. C'est-à-dire qu'un architecte, qui est une profession libérale, ou un expert comptable, ou un avocat, s'il n'a pas de clients, il n'a pas de revenus. Un médecin, évidemment, s'il n'a pas de patients, il n'a pas de revenus. Mais ce que je veux dire, c'est que ces patients, quelle que soit la situation de ces patients, l'assurance maladie solvabilise ce que sont ces patients et finalement garantit le revenu du professionnel. Donc on est dans un système qui est assez hybride, mais qui est compliqué parce que les mentalités, un médecin libéral, il considère qu'il est avant tout une profession libérale et qu'on doit le considérer comme tel. Et donc il lui faut pas trop de contraintes, ou en tout cas des contraintes qui lui permettent malgré tout de garder une certaine forme de liberté. Or cette liberté-là, avec le temps, avec la création de la Sécu après la guerre, avec la création, à différentes étapes, elle a été plutôt rognée. Voilà. Donc le statut unique, ça serait vraiment tourner la page de notre histoire. Ça serait mettre au moins la moitié du système de santé dans la rue, quelle que soit la décision qui soit prise. Par contre, ce qu'il faut arriver à faire comprendre, c'est que quand on agit et quand on est professionnel sur un territoire, on doit prendre sa part à ce qu'est la prise en charge des patients, de la population, de manière à peu près égale par rapport à ses voisins, quel que soit le statut du voisin. Très bien. Pour continuer sur cette réflexion sur la coopération, est-ce que vous pensez qu'il faudrait peut-être repenser la carte hospitalière française, notamment face à la désertification médicale et aux fermetures de services ? Est-ce que vous estimez que les organisations de coopération, les GHT et GHC, sont encore pertinentes ? Vous êtes assez expert en fait. Hein. Je ne sais pas jusqu'où je peux... alors, oui, en France, mais ça vous le savez du coup, il y a à peu près 1000 hôpitaux. Enfin bon, après il y a des recompositions qui fait que juridiquement, il y a à peu près 1100 hôpitaux. La fédération hospitalière que je présidais, c'est le lobby des hôpitaux publics. Mais c'est pas que le lobby des hôpitaux, c'est aussi, c'était le représentant de toute l'offre publique de soins et aussi médico-sociale, puisqu'on avait les 4000 EHPAD, maisons de retraite publiques, dans cette même association. Donc c'est vraiment toute l'offre publique de santé qui était représentée dans cette fédération. Et oui, qui a beaucoup accompagné des mouvements qui sont en cours, où en fait la conception est d'arriver à faire évoluer notre système vers un système beaucoup plus gradué, où on arrive à allier à la fois la proximité, donc le besoin de trouver en proximité une prise en charge, mais qui en même temps soit graduée et qui raccrochée à des centres plus experts, des plateaux techniques plus lourds, des concentrations de spécialistes plus nombreuses, parce qu'on ne peut pas distribuer des plateaux de chirurgie dans tous les secteurs, dans les 1000 hôpitaux. Et donc ça fait bien longtemps qu'on a tourné la page de ça, mais c'est une page qui est compliquée à tourner. C'est un mouvement qui date il y a maintenant une vingtaine d'années, qui a démarré il y a une vingtaine d'années,
peut-être même plus, mais qui fait qu'on a encore parfois du mal à fermer des maternités qui, sincèrement, devraient être fermées. On a du mal à fermer des plateaux de chirurgie qui, sincèrement, devraient être fermés. Et malheureusement, aujourd'hui, on est dans cette complexité-là. Parce que parfois on touche à des choses irrationnelles dès lors qu'on parle d'une maternité qui a toujours existé, qui est dans une ville moyenne, dans une région qui a parfois l'impression que les services publics sont en train de le quitter. Mais moi j'ai vu des services d'urgence avec des camions, enfin des voitures du SAMU, enfin des vannes, enfin partir avec dedans il n'y avait pas de médecin. Parce qu'il n'y avait plus de médecin, il y avait un infirmier. Donc vous voyez, je suis sûr que si on expliquait aux gens réellement que certes, ils ont gardé une urgence, c'était dans la Nièvre, dans le Morvan, bon, c'est une petite ville du Morvan, et la population mérite d'avoir un service d'urgence en proximité, mais il y a de telles tensions aujourd'hui sur les effectifs médicaux. Bon, cette histoire, elle date il y a une petite dizaine d'années, hein, j'espère que depuis ça s'est arrangé. Mais à l'époque, les élus du coin s'étaient beaucoup battus pour garder un service d'urgence. Ils oubliaient de dire à la population que c'était un service d'urgence qui, la plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps, et notamment la nuit, certaines nuits, tournait sans médecin. C'est-à-dire que s'il y avait un vrai problème, c'était un infirmier qui partait. Alors je dis pas qu'un infirmier peut pas agir, mais c'est pas la même chose. De la même manière, parfois, on fait accoucher dans des maternités où, par exemple, tant que tout se passe bien, c'est bien, tout va bien, mais dès qu'il y a un problème, il n'y a pas de plateau technique pour prendre des grossesses, enfin, des accouchements qui arrivent avant l'heure, etc. Et donc, à ce moment-là, on met la personne dans une ambulance et on l'envoie à 200 km ou à 100 km. Voilà, donc c'est pas, on n'a pas partout, c'est difficile de garantir partout le même niveau de qualité. Donc oui, cette carte, elle doit évoluer. Il faut transformer les petits hôpitaux en hôpitaux de proximité qui sont des hôpitaux où on doit pouvoir trouver un premier niveau de service. Mais il ne faut pas avoir peur parfois de recomposer la carte hospitalière. Et il y a encore du travail à faire. Il y a encore trop de maternités qui ont moins de 300 accouchements. Et ça sincèrement, c'est pas sérieux. Ou 300-400 accouchements, c'est pas sérieux. Il y a des plateaux chirurgicaux où parfois on tire l'élastique avec des internes qu'on fait bosser beaucoup trop, etc. Enfin voilà. Donc c'est vrai que le mythe de la proximité et du petit, du près de chez soi, en santé, c'est pas toujours la bonne réponse. Merci beaucoup. Avant de nous concentrer sur la place des acteurs dans le système de soins, est-ce que le public aurait quelques questions, peut-être sur les enjeux structurels auxquels il peut être confronté aujourd'hui ? Bonsoir. Monsieur Valtou, déjà merci pour le temps que vous nous consacrez. En début de conférence, vous avez proposé de remédier à la crise de notre système social pour ce faire et de laisser les Français, je cite, s'exprimer sur son devenir. À quoi faites-vous concrètement référence, puisque on connaît l'historique des positions macronistes sur le référendum, jugé par certains dangereux, voire populistes. Vous y rangez-vous, ou bien comptez-vous sur une élection d'une majorité politique aux prochaines présidentielles ou parlementaires pour régler la question ? Je vous remercie. Non, je faisais juste allusion que je pense que notre modèle social doit faire évoluer beaucoup de ces paramètres. Qui le finance, qui en bénéficie, jusqu'où, comment on organise le système de retraite dans une société où il va y avoir de moins en moins de gens qui cotisent pour la retraite, de personnes qui vont être de plus en plus nombreuses à devoir en bénéficier, et qu'à un moment, tout ça demande qu'on réorganise les choses, et ça peut pas se faire. Enfin, c'est des choix de société qui doivent recevoir une validation démocratique. Et comme en France, le plus grand rendez-vous démocratique qu'on ait, c'est l'élection présidentielle. Dans d'autres pays, c'est autre chose, mais chez nous, c'est comme ça. Je disais que j'espérais que la prochaine campagne présidentielle ferait émerger de la part des candidats qui se présenteront des choix clairs quant à l'avenir de notre modèle social, parce que si on veut le préserver, il faut l'adapter, et que pour l'adapter, ça doit, voilà, il faut poser clairement les enjeux, et il faut que les Français puissent choisir en connaissance de cause. Voilà, parce que c'est ça en fait qui est aujourd'hui compliqué. Et puisque vous faites allusion au climat politique, et on peut l'aborder, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui manque à ce quinquennat qui est en train de se dérouler dans une certaine forme de douleur,
démocratique, c'est le fait que l'élection de 2022, pour plein de raisons, mais c'est comme ça, n'a pas permis d'avoir des choix démocratiques qui soient clairs, et avec surtout des choix de projets qui soient clairs. Voilà, donc ça a manqué, et on voit aujourd'hui que cette légitimité démocratique, elle a manqué. Maintenant, moi je ne suis pas contre le référendum. Simplement, faire un référendum sur des sujets complexes, c'est toujours compliqué aussi. Parce que parce que vous savez, parce que vous le comprenez. On peut faire un référendum sur la retraite, mais la retraite, c'est pas juste l'âge de départ à la retraite. Ça, c'est même à la rigueur, c'est pas la question la plus importante. Ça peut être le niveau des retraites. Ça peut être les conditions dans lesquelles, en fonction de la carrière qu'on a fait, elles ne sont pas toutes pareilles, on peut avoir accès ou pas à la retraite. Enfin, il y a plein de sujets derrière le mot retraite. C'est pas juste savoir si c'est 64, 62, 67 ou je sais pas quoi. Voilà. Donc c'est vrai que les référendums, il faudrait les multiplier, mais c'est tellement pas dans notre culture qu'on a toujours peur dans notre pays que finalement les gens répondent pas, ce qui est peut-être une bêtise, hein, je vous parle de l'état d'esprit général, que les gens ne soient pas amenés à répondre à la question qu'on leur a posée, parce qu'on les sollicite tellement peu qu'ils auraient toujours la tentation de répondre à une autre question, qui est finalement la question de savoir si on aime ou on n'aime pas celui qui pose la question. Je peux continuer, s'il vous plaît, Oui. avec une petite question. Sur les problèmes structurels de la répartition de l'offre de soins sur le territoire, il y a la proposition de loi Garot, avec l'idée de toucher au sacro-saint principe de la liberté d'installation. Vous pensez que cette fois-ci, ça peut aller jusqu'au bout ? Alors, ça peut aller jusqu'au bout. Moi, je suis assez favorable à ce qu'effectivement, on aille dans un système comme celui-là. Néanmoins, j'ai pas voté la loi Garot. Pourquoi j'y suis favorable ? Parce que je pense qu'effectivement, dans un système financé par la solidarité nationale, la nation, les Français, la population, les malades, enfin bon, tout le monde, doit pouvoir exiger, finalement, d'un système qu'il paye, des contreparties qui sont liées à l'engagement, qui sont liées finalement, et qu'on puisse trouver un système où les médecins s'installent pour rester sur l'installation là où on a besoin d'eux. L'idée, c'est peut-être pas de dire, vous, de manière autoritaire, vous irez dans tel coin de France et vous irez ailleurs, mais c'est de dire, il y a des besoins et vous allez vous installer où vous voulez, mais où vous avez besoin de vous, ou là où on a besoin de vous. C'est sûr qu'il y a des concentrations de médecins. Je vais vous prendre un exemple. Mon prédécesseur à la Fédération hospitalière de France, qui était Jean Leonetti, qui était maire d'Antibes, disait à Antibes, quand on a 50 ans et qu'on n'a pas des stents, c'est qu'on a raté sa vie. Il y a tellement de cardiologues au mètre carré, parce qu'Antibes c'est sympa, c'est au bord de la mer, il y a tellement de cardiologues au mètre carré que dans une médecine qui est payée à l'acte, il faut bien faire des actes. Et donc, inévitablement, quand vous avez trop de médecins, là on parle des cardiologues, mais on peut prendre toutes les spécialités, il y a une petite tentation, c'est normal, de pousser un peu à l'acte, et donc il tirait ce constat. Bon, lui-même était cardiologue, donc je considérais qu'il savait de quoi il parlait. Mais c'est vrai que ça n'est pas complètement sain, et on a surtout dans la médecine, dans les médecines de spécialité, des concentrations qui sont réelles, qui sont un vrai sujet. Donc oui, il faut arriver à trouver un système où on puisse harmoniser l'installation. L'autre chose, c'est pourquoi j'ai pas voté en ce moment, parce qu'en ce moment, on est sur le plan démographique à une période de base eau. On est sur un creux. La démographie des médecins, elle va repartir à partir de 2032-33, mais pour l'instant, on est dans un creux. Or, répartir la misère, si on peut dire ça comme ça, pardon de l'expression, mais ça rendra aucun territoire riche en médecins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute façon, il y a plus de médecins qui partent chaque année, qui quittent l'exercice, que de médecins qui rentrent dans la profession ou dans l'exercice. Et donc, inévitablement, on gère la pénurie. Et donc, rajouter quelque chose qui est un irritant pour des médecins, qui va les faire mettre dans la rue, voire qui pourrait amener certains à dire, bon, j'en ai marre de toutes ces contraintes, j'ai 67 ans, j'étais prêt encore à faire 2-3 ans, je me barre parce que après tout, j'en ai pas besoin, ils se débrouilleront sans moi. On est dans une période qui est tellement tendue que c'est pas la peine d'ajouter des irritants aux irritants. Mais c'est pour ça que moi, j'ai trouvé que c'était l'idée sur le fond, j'y adhère. Je la défends. C'est pas tellement en ce moment qu'il faut
continuer à adresser à pousser les médecins dans la rue. On a besoin d'eux et on aura beaucoup besoin d'eux, surtout dans ces années difficiles qu'on a devant nous d'ici 2032-33. En espérant d'ailleurs une autre chose, c'est qu'en 2032-33, les médecins qui vont sortir des premières années où on a augmenté le nombre de médecins formés aient envie de s'installer, de faire de la médecine en prenant des patients, etc., etc. Ce qui est encore un autre sujet, ça. Et on n'est pas sûr de nous, là. Oui. Bonsoir monsieur. Ma question va se porter sur les services d'accueil des urgences, surtout dans les établissements de santé publics. Comme vous devez le savoir, il y a un certain engorgement très important de ces services, avec souvent du personnel surmené, voire même des services qui de plus en plus qui ferment. Est-ce que vous pensez que dans les années qui arrivent, il y a une réforme justement de ces services qui va devoir être mise en place, et quelles sont les principales mesures justement sur lesquelles il faut réfléchir ? Alors, cette question, elle est intéressante parce qu'elle renvoie à ce que doit être notre système de santé. Au départ, l'hôpital dans la conception de notre système de santé, si moi je l'ai bien compris, c'est le moment aigu de la maladie. C'est-à-dire, normalement, l'hôpital, c'est l'endroit où vous allez en deuxième recours. Et le développement des urgences, il s'est nourri de la crise de la médecine de ville. On parle toujours, et moi ça m'a toujours frappé, on parle toujours dans les médias de la crise de l'hôpital. Parce que c'est facile la crise de l'hôpital. L'hôpital, c'est un grand bâtiment, comme celui-là, dans lequel vous entrez, vous voyez des gens qui attendent, vous voyez des gens qui courent partout parce que ils ont une pression au quotidien qui fait qu'ils ont plein de boulot, et donc les soignants, ils courent partout, d'un service à l'autre, d'un patient à l'autre, et donc la crise, on la voit. Mais derrière la crise les tensions à l'hôpital, il y a une crise dont on a beaucoup moins parlé. C'est la crise de la médecine de ville, d'un modèle de médecine qui attirait moins de jeunes, qui attirait moins de monde, et finalement qui fait que les gens se sont tournés vers l'hôpital et arrivent à l'hôpital dans les services d'urgence où on estime qu'il y a à peu près, alors c'est toujours une estimation, mais entre 25-30%, certains disent un peu plus, on va dire un tiers de personnes qui finalement, s'ils avaient trouvé un médecin de ville au moment où ils en avaient besoin, un vendredi à 19h, un samedi matin, ou tout simplement parce qu'il n'y a plus de médecins de ville, de médecins généralistes dans leur commune, ils se seraient évité d'attendre des heures à l'hôpital. Et celui qui attend, c'est toujours celui dont les infirmières qui sont là et qui organisent le passage des patients estiment que la personne peut attendre parce qu'il y a toujours quelqu'un de plus urgent qui arrive. Et que dans la graduation de l'urgence, celui qui a juste un enfant qui a le nez qui coule ou qui a mal à l'oreille, il peut attendre effectivement de longues heures et il va trouver ça intolérable parce que c'est son enfant qui a mal, etc., etc. Donc, si vous voulez, ça nourrit aussi ce sentiment que l'hôpital est super mal organisé. La preuve, on y attend des heures. Mais on y attend des heures parce qu'on y va, mais normalement, notre système fait qu'on ne devrait pas y aller. Et donc la question, c'est est-ce que demain l'hôpital doit continuer à être ce lieu où c'est le moment aigu de la maladie, c'est-à-dire vraiment c'est l'opération, je parle pas des urgences, je parle pas des accidents de voiture, je parle pas de la crise cardiaque qui arrive dans la rue, etc. Mais sinon, pour la consultation, il faut pas aller à l'hôpital normalement. Bon, donc est-ce qu'on conserve ce modèle-là? Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut qu'on rehausse une médecine de ville présente partout, qui est ouverte le samedi après-midi, les jours de férié, ou en tout cas dans un système de garde qu'on a fait sauter il y a 20 ans, en 2004, et dans lequel maintenant on a énormément de mal à revenir. Jusqu'à 2004, vous n'avez pas connu cette époque, mais jusqu'à 2004, les médecins étaient obligés, tous libéraux qu'ils étaient, de participer à un système de garde. Ils avaient un dimanche tous les je sais pas combien, et une soirée tous les je sais pas combien. Mais en tout cas, ils participaient à ça. Bon, donc tout ça a sauté, et aujourd'hui, on a ces déséquilibres dans l'organisation. Donc l'hôpital, c'est pas que un problème. Je dis ça, mais je prends le temps d'expliquer parce que c'est pas qu'un problème de mésorganisation de mauvaise organisation de l'hôpital. C'est aussi un problème de dysfonctionnement du système qui pèse sur l'hôpital. Est-ce qu'il faut rêver ou alors l'autre alternative, si on rehausse pas la médecine de ville, à ce moment-là, c'est qu'à ce moment-là, on fait de l'hôpital des dispensaires et on a dans le même bâtiment des plateaux techniques de pointe, de l'enseignement parce que, en tout cas pour les plus gros hôpitaux, c'est là qu'on enseigne, mais aussi on accueille pour la consultation tout un tas de gens qui viennent et donc on va du dispensaire. C'est pas le même modèle, et là pour le coup, ça veut dire qu'on a moins besoin de la médecine de ville. Enfin, vous voyez, donc et sans doute que ça coûtera plus cher à la société, là globalement,
de conforter l'idée que l'hôpital peut être un lieu du premier recours, que de continuer à jouer sur les deux jambes, une médecine de premier recours qui doit aller mieux, et un hôpital qui est vraiment là pour structurer une offre de santé dans les territoires, ou une réponse de santé dans les territoires. Moi, je préfère la deuxième alternative, mais aujourd'hui, effectivement, c'est pas satisfaisant, et même pour les hospitaliers, c'est pas satisfaisant de voir des services d'urgence qui gonflent. Parce que les urgentistes, un passage aux urgences, ça coûte très cher. Même si la personne n'a pas grand-chose et va repartir chez elle, ça coûte beaucoup plus cher que si elle pouvait avoir accès à une maison à un médecin généraliste qui tout de suite le prend en charge et qui, si vraiment il y a besoin, l'évacue bien sûr vers l'hôpital. Mais s'il peut prendre en charge, eh bien, le problème est réglé et ça coûte moins cher pour la société. Enfin, on est obligé de parler à un moment de coût parce que ça se regarde aussi. Et puis, c'est plus fluide aussi dans l'accès aux soins pour le patient. Merci beaucoup pour ces questions et ces réponses très intéressantes. On va passer maintenant à la place des acteurs dans le système de soins, et notamment par une première question. Donc, depuis la loi Kouchner de 2002, on a vu s'opérer un changement de paradigme, celui de la fin du paternalisme médical. Selon vous, quelle place donner aux patients dans la gouvernance du système de santé de demain ? Alors, là aussi, vous connaissez les différentes étapes. Les choses se sont ouvertes. Les représentants des grandes associations de patients participent maintenant à la gouvernance hospitalière. Mais les réseaux de patients aussi se sont quelque part devenus de vrais experts, avec un regard qui est beaucoup plus affûté qu'il ne pouvait l'être il y a quelques années. Et moi, j'ai vu des choses très intéressantes. La fondation Imagine, par exemple, à Necker, qui est la fondation qui est adossée à l'hôpital Necker et qui travaille sur les maladies rares infantiles, pédiatriques, a dans son conseil d'administration, et pourtant on parle de recherche de pointe, de maladies et pourtant les représentants des patients jouent un rôle très important dans les instances de direction et participent aux travaux de recherche. Moi, j'avais pas vu ça pousser à ce niveau-là. Alors, c'est sans doute pas le seul exemple, hein, il y en a plein. Mais vraiment, ils sont partie prenante de travaux de recherche, alors que ce sont des gens qui sont là parce que, à un moment, ils ont eu un enfant qui a eu une pathologie, qu'ils ont accompagné pendant des années ou qu'ils continuent à accompagner, et qu'ils se sont mis avec d'autres parents, et qu'ils ont échangé sur leur expérience et qu'ils ont acquis de ce fait une connaissance de certaines pathologies qui sont ces pathologies rares dont je parlais, qui intéressent aussi les médecins, qui ont un regard aussi sur la manière dont un enfant qui a une pathologie, comment il vit quand il est chez lui. Enfin, il n'y a pas que l'aspect purement médical. Enfin, je ne sais pas si je suis clair. Mais en tous les cas, ça se nourrit, c'est des expériences qui se nourrissent de manière de plus en plus importante. Et donc j'imagine que c'est bénéfique et que ça doit être très intéressant, et tant mieux, et qu'il faut qu'on fasse monter ce qu'on appelle effectivement, alors c'est un grand mot, mais la démocratie sanitaire, où effectivement c'est le soin, c'est pas qu'une affaire de médecins, c'est pas qu'une affaire, certainement pas que de directeurs qui regardent à essayer d'organiser les choses, c'est pas certainement pas une affaire que d'élus locaux, même si les élus locaux, quand on parle d'organisation des soins dans un territoire, de faire travailler le public, le privé, on est bien content d'avoir un peu comme un casque bleu de l'ONU au milieu, quelqu'un qui est un assemblier, qui essaie de faire parler des gens qui se parlent pas trop, qui essaie de rapprocher les points de vue, etc. Donc là, l'élu local, il peut jouer à ça, mais surtout d'avoir des représentants des patients, parce que leur regard amène aussi beaucoup. Donc il faut arriver à organiser ça. Et on parlait des révolutions qui percutent l'organisation de notre offre de système de santé. Ça, c'en est une. Elle n'est pas récente, elle est ancienne, mais elle se met en place assez lentement. Mais c'est une vraie révolution. Très bien. Vous appuyez la proposition d'introduire une journée nationale d'hommage aux soignants et aux victimes de la Covid-19. Quelle place donner à la revalorisation du personnel soignant après la crise épidémique que nous avons connue ? Oui, alors moi c'était symbolique, hein, c'était vraiment on est de l'ordre du symbole, mais les symboles d'abord c'est important. C'était, et effectivement après le Covid, on avait eu l'idée
amené par le professeur Delfrécy, qui était le professeur, qui est toujours le professeur, mais qui était celui qui dirigeait le comité scientifique, le conseil scientifique qui accompagnait le président de la République et le gouvernement dans les choix au moment du Covid, qui a monté un institut qui s'appelle l'Institut Ad Memoriem. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Voilà. Et qui disait que alors, il y avait tous les scientifiques qui étaient réunis dans ce conseil scientifique, avaient estimé que le Covid allait quand même laisser dans les mémoires, des traces du fait que c'était un événement totalement inédit. Il fallait garder le souvenir de tout ça, mais pas qu'un souvenir sur le plan médical, des médecins, des patients qui avaient été touchés, pris en charge, etc. Mais à tout niveau, comment les gens avaient vécu dans les universités, dans les foyers, dans les entreprises. C'est vrai que toute cette mémoire un peu d'une communauté, enfin d'un pays qui est percuté par une crise comme celle-là et qui doit du jour au lendemain, en quelques heures, changer des habitudes, s'adapter, etc. Et il faut garder la mémoire de ça, de manière à garder des traces, des enseignements, etc. Bon, bref. Et donc, ils avaient proposé, comme chose symbolique, mais qu'on fasse une journée d'hommage à la fois aux soignants, mais aussi évidemment aux victimes du Covid, pour que chaque année on puisse se raccrocher à une date. Bon, voilà, comme il y a d'autres dates à d'autres moments du calendrier. Donc je l'avais proposé, on m'avait dit oui, puis ça s'est jamais fait. Bon, voilà, c'est comme d'autres choses. Mais votre question était, ah oui, la revalorisation. Alors la revalorisation, elle s'est traduite par un effort sur salarial d'abord, qui a été le Ségur de la santé, qui était un effort, mais qui était nécessaire parce que en fait, ce qui était intéressant pendant le Covid, vu des acteurs de santé, c'est que tout d'un coup, plus aucun autre sujet n'existait que l'hôpital va-t-il tenir ? Jusqu'où l'épidémie va continuer à monter ? Jusqu'où notre système va tenir ou se faire déborder ? Moi, à l'époque, président de la Fédération hospitalière de France, il m'arrivait de faire 5-6 plateaux de télévision, sans parler des radios, etc., par jour, parce que c'était, d'abord, tout le monde ne parlait que de ça, et tous les reportages, c'était est-ce que ça va tenir, jusqu'où ça va, et où on en est. Et tous les jours, on venait vous dire à la télévision, voilà, il y a tant de morts, etc. C'était la météo du jour. Enfin, c'était, rappelez-vous, là, enfin, je sais pas si vous vous souvenez, mais l'ambiance, elle était quand même, surtout en 2020, au début, un peu particulière. Mais du coup, ça a révélé quoi ? Ça a révélé le grand désarroi de notre système de santé. Ça a révélé ce qui avait déjà été exprimé par beaucoup de gens. Il y avait déjà eu des manifestations, il y avait déjà eu des pétitions, il y avait déjà eu des prises de position politique qui, avant les années 2020, disaient attention, on n'a pas assez de moyens, attention, on se tue au travail, enfin on se tue, je veux dire, on s'épuise au travail, etc. Donc, sauf que là, tout d'un coup, toute la France l'a vu, parce que on a vu des gens qui tenaient, qui étaient dévoués à la tâche, qui comptaient plus leurs heures, qui se protégeaient comme ils pouvaient, parce qu'ils n'avaient pas toujours les masques et les machins, mais tout d'un coup qui étaient valeureux, et dont tout le monde était fier, mais qui travaillaient dans des conditions, on disait waouh, c'est ça finalement l'hôpital. Donc c'est vrai que le Ségur de la santé, ça a permis d'augmenter de 10% net, donc c'est pas neutre. Il n'y avait jamais eu d'augmentation dans notre système de santé ou même dans la fonction publique tout court, d'un coup comme ça, sonnante et trébuchante, qui amène en volume. Mais en fait, on a vu quoi ? On a vu que c'était pas tellement le sujet. Bien sûr que quand on donne à quelqu'un une hausse de salaire, il va pas dire non, et c'est plutôt bien. Mais c'est pas ça qui fait le vrai sujet. C'était pas ça. C'était le bon fonctionnement de notre système, la reconnaissance que la nation doit aux gens qui soignent dans des conditions qui sont pas toujours faciles. Et puis ça a révélé aussi le fait que, ok, l'hôpital, mais le système de santé, c'est pas que l'hôpital. On en revient à la question de tout à l'heure. Moi, je suis allé dans des villes de l'Est de la France. Je ne veux pas la citer parce que sinon ils se reconnaîtront, mais dans lequel on m'a montré la clinique d'en face de l'hôpital et on m'a dit, pendant tout le Covid, la clinique, elle a été fermée. Il y a des médecins de la clinique qui sont venus d'eux-mêmes aider leurs collègues hospitaliers, mais la clinique, elle voulait prendre aucun patient. Démerdez-vous l'hôpital, je veux dire.
Voilà, donc si vous voulez, il y a tout ça, ça a révélé tout ça aussi, ces moments de crise. Et donc quand je parlais des coopérations, etc., il y a encore beaucoup de chemin, il y a beaucoup de chemin à faire. Et donc dans la reconnaissance que la nation en doit, c'est sans doute, c'est pas tellement mettre plus d'argent. Sincèrement, je parlais des 676 milliards d'euros que la France consacre à son système de santé. L'ONDAM, c'est-à-dire ce qui concerne vraiment les dépenses de santé, on a augmenté quasiment de 30% en moins de 10 ans, en 8 ans. Donc on peut continuer à mettre plus d'argent. Mais dans un système qui ne fonctionne pas bien, on peut toujours mettre plus d'argent, mais vous donnerez jamais un système qui fonctionne mieux. C'est pas, voilà, il y a un moment, il faut changer les habitudes de travail, il faut changer les organisations, il faut changer les coopérations, etc., les facilités, parce que sinon, vous arrosez le désert. Pour répondre à vos propos que vous venez de tenir, vous avez parlé donc de l'effort des soignants pendant la crise du Covid-19. Comment, selon vous, le droit peut-il mieux protéger la santé au travail des soignants qui sont souffrants en souffrance psychologique, même aujourd'hui? Alors moi, pour le coup, je suis pas assez expert en droit pour répondre sans doute à votre question. Mais ce que je sais effectivement, c'est que le sujet de la souffrance au travail, elle est réelle. Le sujet de la tension, elle est réelle. Le sujet de la santé mentale des soignants, il est réel. Et voilà, donc il faut absolument investiguer, prendre à bras le corps ces sujets-là. Dans les hôpitaux, beaucoup d'hôpitaux essayent de prendre des initiatives pour prendre en charge cela, parce qu'effectivement, on a sinon des gens qui partent très vite. Il n'est pas normal que, par exemple, si on prend les études infirmières, on ait des taux d'abandon, pas d'échec. Surtout pas d'échec, pardon, je retire le mot, des taux d'abandon dès la première année, mais parfois dès le premier stage, qui soient aussi importants. Parce qu'on a des élèves qui arrivent dans des écoles infirmières, elles ont 17, 18 ans, on les balance au mois aux vacances de la Toussaint ou au premier stage de l'année, donc ils arrivent assez rapidement dès la rentrée. Après la rentrée, dans des EHPAD ou dans des services compliqués où on leur dit, voilà, les 4 personnes qu'il faut là, faut s'en occuper, faut faire la toilette, faut machin. Et c'est vrai que on prend pas assez la charge est très vite lourde, difficile et donne une image du métier qui peut être désespérante. Et il y a beaucoup trop d'abandon, alors que quand on s'engage normalement dans des études d'infirmière, comme dans des études du soin en général, c'est qu'on a une petite lumière en soi qui vous fait envie. C'est pas, il faut aimer l'humain, il faut comprendre ce que c'est que de s'occuper de quelqu'un. Il faut avoir ce goût-là. Et donc, si on a cette petite lumière et qu'on désespère la personne, c'est qu'il y a un problème d'organisation. Moi, j'ai toujours été frappé qu'aujourd'hui, l'hôpital désespère parfois ceux qui ont envie de le servir, du fait de la pression au travail, du fait de ces conditions de travail qui ne sont pas toujours simples, etc. Il n'est pas normal qu'on fasse faire aux internes des heures à rallonge, qu'on fasse faire du boulot qui n'est pas forcément le sien, mais quelque part, les besoins d'activité font que on utilise les jeunes de manière un peu disproportionnée, et ce qui peut dissuader et pousser certains à claquer la porte et à se détourner de ça et partir faire autre chose. Merci. Nous souhaitions vous interroger sur la santé numérique. Depuis plusieurs années, l'intelligence artificielle, elle fait non seulement les unes de la presse, mais devient également un thème particulièrement investi dans les thèses de droit de la santé. Le numérique peut-il réellement réduire les inégalités d'accès aux soins? Quelle place accorder à la santé numérique et à l'intelligence artificielle? Et surtout, enfin, quel garde-fou juridique pour le traitement massif des données de santé par l'État et les acteurs privés? Ça fait beaucoup. Ciel. Alors, là aussi, franchement, il y a bien meilleurs spécialistes que moi et je vois peut-être les choses de très loin. Je pense que, et quelque part tant mieux, les professionnels de santé vont trouver dans l'intelligence artificielle des solutions qui leur permettent peut-être de se concentrer finalement sur
sur le rapport, ce qu'on appelle le rapport, enfin ce que les médecins appellent le rapport singulier entre le patient et la personne, c'est-à-dire une compréhension qui est quand même beaucoup liée à l'expérience, qui est beaucoup liée à ce qu'il connaît du patient et à quelque chose, à des convictions intimes qui seront peut-être confortées par la machine. Quand je dis la machine, mes solutions numériques, l'IA, etc., mais qui permettront quand même, que cette dimension-là, cette humaine, on ne la remplacera pas. Néanmoins, je discutais encore la semaine dernière avec un professeur de cardiologie de Pompidou, de l'hôpital européen Pompidou, dans le 15e. Ils ont agrégé depuis des données sur la mort subite. La mort subite, c'est donc l'accident cardiaque qui vous fait tomber d'un coup. C'est pas que la mort subite du nourrisson, c'est l'arrêt du cœur direct qui vous fait tomber dans la rue. Ils ont agrégé 20 ou 15 ans de données en travaillant avec l'assurance maladie, où ils ont effectivement collecté tout l'historique des patients qui sont décédés de mort subite en prenant les antécédents, les traitements, les antécédents familiaux. Enfin, ils ont aspiré et agrégé et tout cela. Et ils peuvent en sortir, paraît-il, des systèmes hyper prédictifs qui vous permettront d'accompagner ou de mieux anticiper ceux qui seraient sujets, sans le savoir, à éventuellement être confrontés à un accident cardiaque de ce type dans les années futures. Donc la médecine prédictive, elle va forcément se développer, se nourrir de ça. Ça veut dire que les médecins vont sans doute, peut-être changer de métier, sans doute pas, mais en tous les cas, dans leur pratique quotidienne, elles vont évoluer et on arrivera sans doute à faire à ce moment-là beaucoup mieux et beaucoup plus de prévention qu'on en fait aujourd'hui. Où la prévention, c'est pas simplement faire du sport à tout le monde pour essayer d'être en pleine forme et veiller à ce qu'on mange, c'est aussi ça, mais c'est aussi en fonction de ce que vous êtes ou des antécédents qui sont les vôtres, et bien de pouvoir anticiper certaines pathologies. Alors après, ça ouvre des débats éthiques, ça ouvre des débats qui sont complexes, mais qu'il va falloir un jour aborder de manière un peu réelle. Mais effectivement, si des gens comme Google, comme Amazon, comme d'autres investissent autant de milliards sur la santé, sur ces sujets-là, c'est que, je ne dis pas qu'ils ont flairé quelque chose, mais c'est qu'il y a autour de la santé prédictive, de l'accompagnement en santé, des révolutions qui vont arriver. Et ça, il faudrait que vous invitiez des spécialistes de ça dans un prochain. Ils vous en parleront de manière beaucoup plus savante et beaucoup plus éclairée. Mais effectivement, ça va changer complètement les pratiques professionnelles, l'encadrement juridique, les questions éthiques. Ça va changer beaucoup de choses. Merci pour cette réponse qui était tout de même très enrichissante. Merci beaucoup. J'ai une bonne note. 20 sur 20. Donc, avant de passer à notre dernière question, nous souhaitions savoir si le public avait quelques petites questions. Bonjour. On parle parfois de la prise en compte de la santé dans toutes les politiques ministérielles, au niveau théorique. Ouais. Est-ce qu'au niveau pratique, quand vous étiez ministre, il y avait déjà cette coordination en place ou c'était compliqué ? Alors d'abord, j'ai été ministre vraiment un temps très très court. Là, vraiment, donc j'ai pas tout vu de l'exercice ministériel. Non, mais sérieusement, non, la santé, c'est un peu un parent pauvre, malheureusement, des politiques publiques. Je vais pas dire ça comme ça, pardon. Je reformule. C'est pas toujours une préoccupation qu'on a en tête. Je vais vous donner un exemple très concret qui date de la semaine dernière. J'ai défendu un amendement pour... moi, je suis un défenseur de ce qu'on appelle les taxes comportementales. C'est-à-dire, moi j'appelle ça les taxes incitatives. Je ne suis pas un fou de la taxation, mais je trouve que quand on veut faire évoluer des pratiques, l'outil fiscal,
il n'est pas à ignorer. C'est pas ça qui fait une politique de santé, mais c'est pas à ignorer. En gros, si on a réussi à faire diminuer la consommation de tabac en France, c'est parce qu'on a agi aussi sur le prix. Mais on n'a pas agi que sur le prix. Si on avait agi que sur le prix, ça n'aurait sans doute pas donné les résultats. On fait de la prévention, on fait de la pédagogie, enfin, il y a plein de leviers qui existent. Mais on a aussi fortement augmenté le prix du paquet de cigarettes. Et donc, j'avais présenté un amendement il y a la semaine dernière qui visait à taxer les produits ultra transformés en niveau et dans lequel on constate des taux de sucre qui sont anormalement élevés. Il y a aujourd'hui dans l'agroalimentaire des produits sur lesquels on surajoute du sucre. Il y a même des pots pour bébés dans lesquels on met des doses de sucre beaucoup plus importantes pour habituer au goût du sucre. Et derrière, évidemment, ça pose des problèmes de santé publique réels, le diabète, etc., l'obésité. Enfin bon, bref. Mon amendement s'est heurté à des lobbies, et notamment même dans l'État, qui regardent plus le sujet du côté industriel, l'emploi agroalimentaire, la filière agroalimentaire, qui doit pas être embêtée parce que c'est déjà suffisamment compliqué, les taxes Trump, l'alcool, etc. Enfin voilà. Et donc, si vous voyez, la préoccupation de santé publique, pour répondre à votre question, c'est pas toujours la première qu'on prend en compte dans les politiques que l'on mène. Je le regrette. Mais c'est en permanence des jeux de rapport de force pour essayer d'y arriver. Alors, cette année, j'ai pas gagné, j'ai perdu à 6 voix. L'année dernière, j'avais fait une taxe soda pour que donc là, cette fois-ci, c'était les boissons ultra sucrées soient un peu plus taxées qu'elles ne l'étaient, parce que là aussi, il y a des débordements à corriger. Voilà, donc si vous voulez, c'est pour répondre à votre question, c'est pas toujours pris en compte. Après, moi, j'ai été ministre dans une période bénite un peu parce que c'était juste avant les JO. Et donc, à ce moment-là, tout le monde se piquait de faire du sport. Et donc, faire du sport, c'est de faire de la santé, faire du sport santé, etc., etc. Donc, il y avait un peu plus une préoccupation était un peu plus grande. Mais globalement, ça reste le combat de la santé reste un combat compliqué quand elle se heurte à des intérêts inévitablement économiques ou catégorielles diverses. Enfin, bon, voilà. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question qui va englober plusieurs notions, mais qui va notamment rebondir à la notion sur la notion de cause environnementale qui avait été soulevée par une des questions. Actuellement, quelle est la part dans la prise de décision dans les hautes sphères quel impact a la cause environnementale sur toutes ces décisions, et plus particulièrement aussi parce que le changement climatique est une problématique montante et déjà actuelle. Par exemple, quand on parle de remodelage géographique, de répartition géographique des professionnels de santé, est-ce qu'à un moment donné, on pense par exemple à l'impact du changement climatique sur cette répartition aussi, sur à quel point ça va concerner différemment les régions de la France. Aussi, est-ce que on parlait du Covid tout à l'heure, et on sait quelle relation étroite les maladies infectieuses émergentes ont avec la cause environnementale aussi. Bien sûr. Comment tout ça est imbriqué actuellement dans la prise de décision? J'aimerais vous répondre que tout cela est fluide, pensé à l'avance, organisé, prévu. Malheureusement, c'est pas complètement comme ça que ça se passe. La France a globalement un système d'observation et d'alerte qui relié à des systèmes européens de coopération avec d'autres pays, etc., qui permet effectivement d'être en vigilance et d'essayer d'anticiper autant que possible les choses. Mais il y a beaucoup de sujets sur lesquels on a énormément de mal à anticiper. Les pratiques agricoles, on parle de la santé environnementale, donc ce qu'on mange, ce qu'on respire, ce qu'on boit, comment tout ça est fabriqué, l'impact des changements climatiques sur les modes de production, parlons de l'agriculture, sur les modes de production agricole, inévitablement ça a un impact. Ce qu'on y ajoute pour arriver à faire pousser plus, etc., ça a forcément aussi des impacts sur la santé. Regardez le débat sur les néonicotinoïdes en France, où aujourd'hui on a une filière betteravière à qui, en 2019, on a interdit le néonicotinoïde. Ok,
Donc ça veut dire une exposition très forte à des épidémies comme le mildiou, etc. Enfin, c'est des choses qui tout d'un coup vous dévastent des champs entiers parce que la nature fait que les petites bêtes adorent aussi les betteraves et elles peuvent vous détruire une saison, enfin vous ramener à des rendements alors même que la néonicotinoïde n'est pas interdite en Europe, dans la plupart des pays d'Europe et encore moins dans le monde. Et donc les agriculteurs français, à juste titre, disaient « Oui, mais attendez, vous êtes gentils avec vos obligations. D'abord, il n'est pas prouvé de manière claire, surtout à des niveaux d'utilisation aussi faibles, que ça a un impact sur la santé, même si on peut penser qu'un apport chimique, ça a toujours un impact sur la santé. Voilà. Alors même que vous nous imposez ça, alors que nos pays voisins, sans parler de ceux qui sont encore plus loin, ont des degrés d'exigence environnementale beaucoup moins élevés, produisent des rendements plus importants et on se retrouve à acheter de la betterave ailleurs parce qu'on n'en produit plus assez. Et finalement, le sucre qu'on trouve dans les produits qu'on vend, c'est de la betterave qui vient du Brésil et d'ailleurs, où là, il n'y a pas de contraintes de contraintes d'exigence environnementale et on marche sur la tête. Ouais, donc c'est des débats qui sont très complexes. Et vous voyez, le débat qu'on a eu sur la loi du plomb, il n'y a pas longtemps, parlons de choses concrètes. La loi du plomb, elle s'est beaucoup focalisée sur le retour de l'autorisation à des faibles niveaux des néonicotinoïdes. Il est vrai que c'est un sujet. Les néonicotinoïdes, on peut penser que, je le redis, un entrant chimique dans la production agricole, c'est de toute façon sans doute pas bon pour la santé. Maintenant, il n'y a aucune étude scientifique qui dit qu'au niveau où il était autorisé, ça a des conséquences directes sur la santé. Alors, qui croire? C'est compliqué, ces sujets-là. Surtout quand derrière, on vous dit, mais la recherche n'est pas assez avancée pour qu'on trouve des substituts à l'utilisation du néonicotinoïde. Ça veut dire qu'on expose la filière française à finalement, selon les années où il y a des épidémies, à pouvoir produire ou pas produire. Et donc on va ouvrir la porte grand à l'arrivée de betteraves extérieures qui n'ont pas les mêmes normes. Enfin voilà, je me répète, mais voyez, donc c'est des débats qui sont compliqués. Donc c'est une collaboration entre les recherches scientifiques, l'impact sur effectivement l'homme, donc la recherche aussi médicale, et puis la recherche agronomique. Enfin voilà, il y a tout ce mélange. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans un système rêvé où on arrive à anticiper et à produire des politiques publiques qui anticipent l'impact en matière de santé environnementale, des décisions qui sont prises. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'anticipation qu'on n'arrive pas à faire. Parler aujourd'hui avec des vignerons. Aujourd'hui, ceux qui produisent du vin se posent plein de questions sur finalement est-ce que dans certaines régions, est-ce qu'on pourra toujours produire du vin parce que la sécheresse, parce que l'utilisation de l'eau, parce que plein de choses, et avec des coups d'accélérateur qui vont parfois très vite. Et voilà, donc c'est vrai que on est un peu désemparé parfois, faut parler honnêtement. Hein. Je préférerais vous dire qu'on est capable aujourd'hui de tout anticiper, mais c'est pas vrai. Moi, je suis maire d'une ville, Fontainebleau, dans laquelle il y a une magnifique forêt. La forêt de Fontainebleau, c'est 1,5 fois la surface de Paris. Donc, pour vous donner la taille, hein, on peut se perdre en forêt de Fontainebleau encore. Et, si vous la connaissez pas, venez la visiter. 1,5 fois la superficie de Paris, c'est grand. Bon, et les forestiers qui pourtant depuis 2 siècles l'observent, la regardent, la connaissent, l'encadrent, etc., sont effarés par l'accélération des mutations, des changements sur les arbres et qui n'avaient pas du tout anticipé, parce que ça va beaucoup plus vite que ce qu'ils n'imaginaient. Disparition des chênes, des pins qui arrivent dans des variétés auxquelles ils ne s'attendaient pas en aussi grand nombre à cet endroit de la France. Voilà, donc il y a des mutations aussi de la nature qui sont complexes à anticiper et qui laissent parfois un peu quoi des experts qui dont c'est le métier d'accompagner ces milieux naturels. Donc oui, ça va vite. Ça s'accélère parfois et ça peut donner le tournis. Et alors, en ce qui concerne évidemment l'impact sur la santé, c'est du même acabit. Merci. Pardon de répondre de manière floue, mais j'essaie de dire... Mais la question était floue en elle-même. D'accord. Non, elle n'était pas floue. Parce que d'ailleurs, si je peux me permettre de continuer un peu sur cette lancée, une deuxième partie de ma question était, justement, je parlais du Covid.
En rebondissant sur ça, il y a toute cette question autour de l'environnement aussi, de l'émergence des maladies infectieuses qu'on ne connaît pas encore et qui vont être amenées à se multiplier. Des pandémies comme celle qu'on connaît, il va en avoir encore. Comment actuellement on envisage ça? Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on a appris des leçons du Covid qui vont nous servir et comment on essaye de prévoir, comment on essaye de surveiller, Déjà, alors prévoir c'est compliqué, surveiller c'est important. Donc on a un réseau d'alerte aujourd'hui qui effectivement est très vigilant. J'ai oublié le nom de cet observatoire qui est public et qui effectivement permet que on fait en permanence connecter avec des observatoires épidémiologiques partout dans le monde pour surveiller la moindre apparition de virus. Donc ça, là-dessus, sur l'observation, je pense qu'on est bon. Après, le Covid, qu'est-ce qu'il nous a appris? Il nous a appris quoi? Il nous a appris que on pouvait rapidement produire des vaccins à condition qu'évidemment on sache c'est-à-dire mettre les moyens pour accélérer la recherche. On pouvait avoir des réponses vaccinales qui puissent émerger très vite. Mais enfin, quand je vois aujourd'hui parfois le rapport de la population avec le vaccin, ça nous interroge aussi sur parfois on est sidéré. Je vais essayer d'être concret. Dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2026, il y avait la semaine dernière un article qui avait été souhaité par le gouvernement qui imposait la vaccination contre la grippe dans les EHPAD, pour les résidents des EHPAD. Donc vous avez 90 ans, 95 ans, voire plus, vous êtes résident d'un EHPAD, on vous vaccine, le principe était qu'on voulait poser, c'est la vaccination obligatoire de la grippe et la vaccination obligatoire des personnels qui aussi accompagnent, travaillent dans ces EHPAD. Eh ben, on a été battu. On a été battu par l'extrême droite et l'extrême gauche se sont ligués parce que les vaccins, est-ce qu'on est sûr que ceci, est-ce que, avec des discours de défiance sur les vaccins qui, mais au pays de Pasteur, laisse un peu pantois. C'est-à-dire qu'effectivement, mais il faut l'entendre. Mais ça laisse quand même, le vaccin serait lui-même porteur d'un certain nombre de maladies possibles, ou de déclencherait des choses, ou etc. On ne sait pas trop ce qu'on nous met dans... Voilà. C'est des discours qu'on a connus au début de la vaccination au 19e siècle et qu'on pensait un peu derrière nous. Alors évidemment, il faut être vigilant, mais aujourd'hui, un vaccin qui est mis sur le marché, c'est qu'il a subi des étapes de validation scientifique d'autorités nationales, européennes et parfois internationales, parlons en tout cas d'autorités nationales et européennes, qui, si on n'a pas confiance dans leur avis, c'est un peu le retour au Moyen-Âge. C'est-à-dire, on n'a plus confiance dans rien et on croit plus dans les progrès de la médecine. Donc, un des enseignements du Covid, c'est qu'on était capable, très vite, sur un virus nouveau, d'avoir une réponse vaccinale un an après, et de protéger la population dans des temps qui étaient quand même assez ramassés, puisque en 6-8 mois, on a réussi à protéger globalement toute la population. En tout cas, ceux qui le souhaitaient. Voilà, ça fait partie, c'est une des réponses. Mais maintenant, vous savez, il y a toute une question aujourd'hui qui se pose dans le débat public sur, et c'est des sujets qui peuvent vous intéresser, si vous intéresse pas déjà, sur le rapport à la science et l'écoute qu'on a du discours scientifique dans le débat public et la crédibilité qu'on porte au discours scientifique. L'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui est professeure de médecine, qui est médecin, vient de monter un think tank pour réfléchir à ces questions, en disant que il faut remettre de la science dans le débat public. C'est pas que dans le débat sur les sujets de santé. C'est les sujets d'environnement, sur tous ces sujets-là, il faut peut-être remettre un peu de la science dans le débat public, parce qu'aujourd'hui, on en manque, on en perd. Voilà. J'avais une question concernant la pénurie des professionnels de santé. Ouais. Est-ce que vous pensez que la réforme sur le numerus apertus, qui a remplacé le numerus clausus, va réellement aider d'ici 2032-2033 à
augmenter le nombre de professionnels? Et sinon, est-ce que vous êtes en faveur de l'appel des médecins étrangers pour venir en France et combler un peu cette pénurie? Pardon, je casse le matériel. Alors, bon, après, ça, c'est des débats. Bon, on a trop serré la vis sur la formation. Ne jamais oublier que les politiques se sont laissés séduire par l'idée, mais qu'au départ, ce sont les médecins eux-mêmes qui ont demandé à ce qu'on ferme un peu le robinet de la formation, parce que justement, mais à juste titre, hein, en disant s'il y a trop de médecins, comment on va faire pour vivre de notre activité? Là aussi, je caricature un peu, je ramasse le propos. Hein. C'était plus subtil, mais enfin, ça voulait un peu gros dire ça quand même. Et les politiques ont trouvé ça très intéressant comme idée, surtout derrière, eux-mêmes ont ajouté, du coup, s'il y a moins de médecins, il y aura moins de dépenses, il y aura moins de prescripteurs, et donc on maîtrisera mieux les dépenses de la sécurité sociale. Bon. Tout le monde, hein, droite, gauche, centre, tout le monde s'est un peu planté. Et en tout cas, on a tellement serré qu'on n'a pas vu qu'il y a un moment, on allait avoir cette croisement des courbes et une pénurie de médecins. Alors, Apertus, tout ça, bon, pourquoi pas. En fait, j'ai compris, moi, que on peut pas non plus doubler le nombre du jour au lendemain, même en 2-3 ans, 3-4 ans, doubler le nombre d'étudiants dans les filières de médecine, par exemple, parce que les salles, elles ont une taille, parce qu'il faut des terrains de stage, il faut des professeurs qui encadrent, il faut dans les stages d'internat, il faut des maîtres de stage, enfin voilà, il y a tout un dispositif qu'on peut faire évoluer, qu'il faut faire évoluer, mais qu'on peut pas transformer d'un claquement de doigts. Et donc, les choses se font progressivement, évidemment pour la population trop lentement, mais elles se font elles changent. Il y a aujourd'hui à peu près, les derniers chiffres que j'avais vus, c'était je crois il y a 25% de plus d'élèves en deuxième année de médecine aujourd'hui qu'il y en avait en 2019, donc il y a 6 ans. Donc ça veut bien dire que les promotions futures, dans quelques années, seront plus nombreuses qu'aujourd'hui. L'Ordre des médecins dit même, attention, on va peut-être former trop de médecins. Donc j'ai dit au président de l'Ordre des médecins, ça c'est inaudible. Tu as peut-être raison quand tu regardes les courbes à 10-15 ans, mais aujourd'hui tu peux pas dire ça dans le débat public. On va te prendre pour un fou, parce que les gens, c'est pas ce qu'ils vivent. Oui, mais si on se projette à 20 ans, oui, mais bon, on verra. Enfin, on verra. On en reparle dans 5-6 ans. Mais pour l'instant, en tous les cas, voilà. Donc, on forme plus. Quelle était la fin de la question? C'était sûr. Ah oui, les médecins. Alors moi, les médecins étrangers, pardon, mais je trouve pas ça une très bonne idée, parce que ça veut dire que vous prenez à des pays qui ont besoin de médecins leurs propres médecins, parce que vous les attirez avec un système qui est plus valorisant, parce que vous les payez sans doute mieux que dans leur pays d'origine. Ils ont des expériences plus construites, on va dire, parce que dans des réseaux de soins, d'établissements plus modernes, etc. Parce qu'on va les prendre dans des pays d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, dans lequel il y a peut-être un système de santé qui est moins organisé ou plus vétuste que les nôtres, où on va les prendre selon la langue dans d'autres pays. Donc c'est pas l'objectif. Évidemment que s'il y a des médecins étrangers qui veulent venir travailler en France, on est content de les accueillir, il faut les accueillir. Mais de là à aller, comme je sais plus quel ministre voulait le faire, payer des gens pour aller faire le tour des pays pour sergent recruteur et prendre les forces vives d'un pays pour les amener dans chez nous, c'est pas souhaitable. Voilà, donc, mais on doit la vérité de dire qu'aujourd'hui, sans les médecins étrangers, la plupart des hôpitaux ne tourneraient pas. Ça, je veux dire, il faut aussi être très clair avec ça. Et donc, il faut savoir aussi bien accueillir ces personnes, leur donner un statut qui correspond à la place qu'ils ont, comme les internes, à des degrés différents. Il faut savoir aussi valider la réalité de leurs compétences, parce que parfois, les gens arrivent et puis ils n'ont pas toujours. On s'interroge aussi sur leurs équivalences, etc. Bon, voilà. Donc, mais faut pas faire de l'arrivée des médecins étrangers quelque chose de structurant quand on se projette dans un système qu'on veut réformer. Il faut toujours laisser la porte ouverte aux médecins étrangers qui veulent venir travailler. Il faut toujours dire que notre système doit continuer aussi à pouvoir permettre à des gens de venir éventuellement se former, comme nous-mêmes on peut aller se former dans d'autres pays, parce que c'est toujours important d'avoir des systèmes ouverts. Mais néanmoins, il ne faut pas se dire notre système va à long terme continuera à fonctionner parce que on sera hyper bon à accueillir les médecins étrangers.
Enfin, c'est ma conviction. Enfin, c'est ce que je pense. Une dernière question, plus ouverte, pour clore un peu cet entretien. Avec votre expérience et votre parcours, quel serait le message que vous souhaiteriez faire passer aux gens qui sont venus ce soir vous écouter, qui exercent ou vont exercer demain dans un milieu de la santé, que ce soit le droit de la santé ou la santé tout court? Bon, d'abord, si vous avez choisi cette filière, c'est que vous pressentez que les besoins vont être énormes. J'aime les normes importants, et effectivement ils vont l'être. Deuxième chose, pour parler plus sur le plan juridique, tout à l'heure je disais qu'on doit arriver à décloisonner le système. Il va falloir que demain on invente beaucoup plus qu'aujourd'hui des possibilités de faire plus facilement travailler les gens ensemble, quel que soit leur statut. Alors, j'ai 5 minutes ou pas, là? Ouais, ok, bon, je vais être un peu long, alors. Non, 5 minutes. En fait, si j'ai 5 minutes, quand j'étais président de la Fédération hospitalière de France, on a poussé une expérience qui est inspirée d'une expérience d'un modèle qui vient du Canada, qui s'appelle la responsabilité populationnelle. Bon, ça vous dit rien, mais c'est l'idée de dire que quand on est soignant sur un territoire, on est responsable de la population. On est responsable d'une partie, dans son métier, dans sa spécialité, d'une partie de la population, et que votre sujet, c'est la manière dont vous participez à la prise en charge de la population qui est la vôtre. Et donc c'est l'idée de dire qu'à partir de là, il faut que notre système de santé soit capable de s'adapter aux besoins de la population. Prenez n'importe quel indicateur de santé publique, prenez la mortalité infantile, prenez l'obésité, prenez le diabète de type 2. Et ben, quand on regarde ce qui se passe dans le Douaisis autour de Douai, quand il se passe dans le sud de l'Alsace ou dans le Pays Basque, les données de santé sont très différents et les besoins sont très différents. Et on avait fait une expérience comme ça sur 2 pathologies, le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires, où on avait pris 5 territoires, donc il y avait Quimper, Douai justement, Troyes, Angoulême et Vesoul. Alors, vous voyez, c'est des villes, c'est pas des grandes capitales, c'est des villes moyennes aux 4 coins de la France. Et là, on avait regardé, effectivement, il y avait des besoins de santé qui n'étaient pas du tout les mêmes. Et la prégnance de certaines pathologies était plus forte dans tel territoire qu'ailleurs. Et surtout, les forces en présence n'étaient pas les mêmes. Parfois, il y avait un hôpital qui était performant. Puis parfois, il y avait pas l'hôpital était tout seul. Ailleurs, il y avait une clinique. Voilà. Parfois, il y avait encore des spécialistes. Ailleurs, il n'y en avait plus. Enfin voilà. Et donc, on avait fait cette expérience avec le ministère de la Santé en disant à ces 5 territoires, bah, écoutez, voilà vos données de santé, donc cardiologie et diabète de type 2. Comment améliorer les performances de la population qui est sur votre territoire, les performances, c'est-à-dire les indicateurs de santé dans ces 2 pathologies de la population. Et donc ils ont travaillé chacun dans leur coin et ils ont inventé des réponses qui étaient très différentes d'une ville à l'autre parce que l'état des forces médicales n'était pas la même, le niveau d'investissement n'était pas le même. Parfois, il y a des collectivités très investies qui aidaient à structurer, à financer des choses, alors il n'y en avait pas. Enfin bref. Et donc, ils avaient inventé des réponses qui étaient très différentes, mais qui toutes aboutissait à faire qu'il y ait un meilleur suivi des diabétiques et une meilleure anticipation ou un meilleur accompagnement des malades qui avaient des maladies cardiovasculaires. Et donc la démonstration qu'on voulait faire, c'est qu'à partir du moment où on laisse aux acteurs de terrain la possibilité d'inventer ou de créer des modes de prise en charge qui correspondent à leur population, ben, on fait naître des organisations différentes d'un territoire à l'autre, mais qui sont sans doute plus efficaces qu'inventées depuis Paris dans la loi et des décrets à taille unique, et qu'on impose à tout le monde le costume à taille unique. Voilà. Et donc pour moi, l'avenir du système de santé, c'est ça. C'est-à-dire qu'on doit aller dans un système qui reconnaît mieux la capacité parce que les besoins de santé sont pas les mêmes, aux acteurs de santé de s'organiser selon les besoins, et que finalement l'État soit pas au-dessus de leur tête à pondre des normes qui soient les mêmes partout, mais qui les laisse faire. Moi, je rêverais d'un État qui soit capable de mieux anticiper, un État plus stratège, en disant, bah écoutez, dans le nord de la France, il n'est pas normal qu'il y ait autant d'alcoolisme. Voilà. Et donc votre sujet, moi, État, qui suis garant de
comment dire, de l'égal accès aux soins, etc. Je donne des objectifs aux professionnels par territoire sur les différentes grandes pathologies. Je vous laisse la paix et puis après je vous retrouve à la sortie parce que je vais vous aider à évaluer l'efficacité de ce que vous mettez en œuvre. Or aujourd'hui on a un État qui, par gourmandise bureaucratique ou par fébrilité bureaucratique, parfois met son nez au-dessus du directeur de l'hôpital, du médecin hospitalier, du médecin généraliste dans son cabinet, parce qu'il va lui dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut prescrire ça, etc., etc. Il veut s'occuper de tout. Ben non, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse plus confiance aux acteurs de terrain. Et donc, pour des étudiants comme vous, ça veut dire que j'espère que vous aurez plus à accompagner du sur-mesure, à faire naître et émerger du sur-mesure, plutôt que d'imaginer que vous serez les serviteurs, entre guillemets, ou au service d'un système plutôt qui sera organisé partout de la même manière. Et ça sera là, ça, la force de notre système. C'est-à-dire qu'on fera émerger cette responsabilité de chacun dans les territoires et à chacun de trouver l'organisation qui va bien. Et évidemment, derrière, ça s'écrit à la fois sur le plan de la prise en charge médicale, paramédicale, mais ça s'écrit aussi sur le plan juridique. Voilà, quand moi, dans l'hôpital de Fontainebleau, pour être encore très concret, quand je fais intervenir 15 chirurgiens libéraux dans les blocs de l'hôpital privé, il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux qui font ça. Il faut arriver à ce que 100 qui perdent leur statut de chirurgiens libéraux, ils puissent travailler dans des blocs privés, dans des blocs publics de l'hôpital public, avec parfois des paramédicaux, des infirmières de bloc, etc., qui sont, pour certaines, titulaires de la fonction publique hospitalière, et que eux-mêmes, on puisse leur garantir de continuer à être financés comme se finance un médecin libéral. Bon, ça demande un peu d'acrobatie juridique. On l'a fait, ça marche, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est pas 15 hôpitaux, c'est pas 15 chirurgiens que j'ai dans mon bloc opératoire à Fontainebleau, mais c'est 20-25 parce qu'ils trouvent le modèle intéressant et que finalement, ils aiment travailler en équipe comme à l'hôpital, et surtout, ils voient des pathologies qui sortent de l'ordinaire d'une clinique. Souvent, dans les cliniques, ça c'est un sujet qu'on n'a pas encore ouvert, mais je vais pas reprendre une heure, mais souvent dans les cliniques, on focalise sur... je vais être aussi là un peu caricatural, mais on va vers le lucratif. On va vous faire plus de prothèses de hanches, et puis les cas les plus compliqués, on va gentiment les envoyer vers le privé, vers le public. Là aussi, je suis caricatural parce que c'est pas le cas de toutes les cliniques. Mais il y a des cliniques qui ne font que de la cataracte en France. Donc si vous avez autre chose que la cataracte, ils vous prennent pas. Par contre, si vous avez un début de quelque chose, on va vous opérer de la cataracte quand même, parce que voilà, ça sera au moins ça sera fait, et puis il y aura pas, voilà. Donc si vous voulez, on pousse parfois le geste industriel pour des raisons de rentabilité. Là, mes médecins libéraux chez moi, ils trouvent ça sympa, parce que mes chirurgiens libéraux, parce que du coup, ils récupèrent, pardon, j'aime pas le mot, mais ils ont à traiter des patients qui arrivent aussi par la file naturelle de ceux qui arrivent dans un hôpital, les accidentés de la route, les accidents de la vie de tout court, etc. Enfin bref, et donc ils voient des cas qui sont différents. Donc on arrive à faire émerger des modèles, mais qui sur le plan juridique demandent un peu d'inventivité, et donc rester inventif. Voilà. C'est le message. Merci de ces questions très pointues. Monsieur le ministre, merci encore pour cet entretien. Merci à tous d'être venus ce soir. C'était très enrichissant pour nous. Et on espère vous dire à la prochaine fois pour une autre conférence. Merci beaucoup.